Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, notre équipe s'intéresse aux récepteurs nucléaires de l'hormone thyroïdienne. Sur cette diapo un peu sombre, vous pouvez voir que ces récepteurs sont des facteurs de transcription qui agissent sous forme d'hétérodimères directement sur la transcription des gènes. Donc c'est une voie de signalisation relativement simple avec une hormone qui va être transportée dans le noyau et qui va agir directement sur la transcription d'un très grand nombre de gènes. Donc, l'objectif de l'équipe est avant tout fondamental, c'est d'essayer de comprendre comment ces récepteurs agissent sur le développement et sur le neurodéveloppement en particulier. Et pour cela, nous utilisons depuis quelques années la génétique de la souris. Alors, l'homologie entre les deux voies de signalisation humaine et murine est très importante. En particulier, le domaine de fixation du ligand, qui est la partie N-terminale de la protéine, est parfaitement conservé entre les deux espèces. Et donc, depuis quelques années, même depuis nombreuses années, on étudie ces gènes-là en réalisant des mutations chez la souris. Alors, il y a deux gènes qui codent pour les récepteurs de l'hormone thyroïdienne. Je parle essentiellement du gène THRA qui code pour les récepteurs TRα1, qui est celui qui est peut-être le plus ubiquitaire des deux récepteurs. L'autre récepteur, le TRβ, qui est codé par le gène THRB. Donc, la façon dont on produisait ces souris qui ont au début été des souris knockout et maintenant des souris knock-in, était en utilisant des cellules souches embryonnaires de souris. Et ces cellules-là, on pouvait les électroporer in vitro et puis obtenir des recombinaisons homologues entre un ADN exogène et les chromosomes de ces cellules-là. Et puis après, il y avait un processus très long où on greffait ces cellules qui avaient été modifiées in vitro dans des embryons pour produire des chimères. Et quand on était chanceux, on arrivait à avoir des chimères germinales et la transmission germinale des mutations qu'on avait au départ créées dans les cellules souches embryonnaires cultivées in vitro, ce qui est un processus long et difficile et surtout très hasardeux. Avec ce système-là, on a créé il y a longtemps cet allèle dont la structure est un peu compliquée. C'est une modification du gène THRA dans lequel on va remplacer tous les exons par un cDNA, donc on élimine tous les introns et les pissages alternatifs. Et surtout, on introduit cette cassette ici qui est flanquée par des séquences LOXP, qui fait qu'en fait, dans les souris, spontanément, il n'y a pas expression de la mutation de TRα1, mais par contre, dans les cellules qui expriment la recombinase creux, on a élimination de cette cassette et on va avoir une transcription qui va passer à travers et on va avoir expression de la mutation. Donc, avec ce système Crelox, on peut contrôler dans quel type cellulaire la mutation va s'exprimer et on avait créé ce système-là pour poser la question fondamentale des fonctions du récepteur TRα1 dans les différents types cellulaires, à chaque fois en utilisant une recombinase creux différente. Alors, quand on exprime de façon ubiquitaire cette mutation, en utilisant une recombinase creux qui va agir dès le début du développement embryonnaire, on a un phénotype très fort qui est l'hypothyroïdie congénitale, typique de l'hypothyroïdie congénitale chez la souris. On parlait tout à l'heure des knockouts du gène PAX8, c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une létalité qui se manifeste dans les semaines postnatales. Vous voyez ici, ces deux souris-là sont en fait issues de la même portée, elles sont âgées de 15 jours, celle-là n'a pas la mutation, celle-là a la mutation, elle a des signes très marqués de nanisme et en fait des crises d'épilepsie qui s'avèrent être létales. Si on regarde l'anatomie du cerveau, on voit un développement du cervelet qui est très réduit. Et puis également, c'est le cas pour la rate, et puis l'ossification secondaire est également très retardée. Donc c'est finalement un phénotype d'hypothyroïdie congénitale extrême qui s'avère létale chez la souris. Alors, on était en train de se poser ces questions fondamentales quand sont apparues dans la littérature en 2012 les premières mutations humaines pour le gène THRA. Et ça nous a surpris parce que nous, on s'attendait à ce que ces mutations soient létales. Mais on connaît aujourd'hui cette mutation qui s'appelle RTH-alpha pour résistance à l'hormone thyroïdienne causée par des mutations du gène du récepteur TR-alpha. En fait, la mutation du récepteur TR-bêta était connue depuis très longtemps. Elle, par contre, et le phénotype est très différent. Actuellement, donc, cette mutation du gène THRA est connue dans 50 cas, et je crois à peu près une trentaine de familles. Les symptômes sont donc très similaires à celles de l'hypothyroïdie congénitale, avec un retard mental qui est assez marqué, mais très variable d'un individu à l'autre. Et de toute façon, en général, un phénotype qui est très variable. En particulier, la croissance osseuse peut être très affectée ou pas, selon les patients. On s'est donc aperçu à cette époque-là qu'on avait un modèle tout prêt
de souris pour étudier cette maladie, mais on n'était pas les seuls. Il y avait en fait 4 mutations du gène THRA qui avaient été décrits chez la souris par d'autres laboratoires. Et chez l'homme, comme chez la souris, le phénotype était très variable. Vous voyez ici que cette première mutation a finalement un phénotype assez léger, avec pas de nanisme, pas de mortalité, et en fait une sensibilité résiduelle à l'hormone parce que cette mutation ne fait que réduire l'affinité du récepteur par l'hormone. Cette autre mutation-là cause de la létalité, mais pas à 100%, et du nanisme à peu près comme la mutation qu'on avait produite nous. Par contre, eux, ils ont une augmentation du niveau d'hormones qu'on n'avait pas observé. Et enfin, cette mutation-là, qui a été perdue en cours de route, crée de l'obésité et pas de nanisme. Donc, il y avait quelque chose d'assez mystérieux dans la façon dont différentes mutations du même gène pouvaient causer des phénotypes très différents. C'est à cette époque-là qu'est arrivée ce qu'on appelle la révolution CRISPR, qui s'est matérialisée par des publications qui sont sorties en quelques semaines dans les plus grands journaux et qui montraient qu'on pouvait produire à volonté des mutations de façon beaucoup plus simple qu'avant. Vous voyez ici que la mode pour CRISPR ne s'est pas démodée, qu'il y a maintenant énormément de gens qui utilisent la technologie, soit in vivo, soit in vitro. Et bien sûr, le prix Nobel qui a récompensé cette découverte-là. Donc, comment ça marche principalement, disons la méthode de départ, ça consiste à introduire dans des cellules la nucléase Cas9 associée à un ARN guide. Et à ce moment-là, l'ARN guide va diriger la nucléase sur des séquences d'ADN qui sont strictement homologues à la partie 5' de l'ARN guide. À condition qu'il y ait ce motif qu'on appelle PAM, qui est en fait une séquence GG située juste en aval, on va avoir une coupure de l'ADN double brin exactement à la 17e position de la séquence qui est hybridée à l'ARN guide. À partir de là, une coupure double brin, ce n'est pas une mutation. Les cellules vont réparer l'ADN et on va récupérer éventuellement la séquence d'ADN intacte. Mais toutefois, ce mécanisme de réparation produit des erreurs de temps en temps. On va avoir une petite insertion ou une petite délétion. Donc, si la si la coupure est réparée de façon parfaite, la nucléase Cas9 peut couper à nouveau. Mais par contre, si elle a fait une erreur de réparation, la cellule va se récupérer un allèle nouveau avec en général une petite insertion, une petite délétion, et le processus va s'arrêter parce que la nucléase Cas9 ne va plus reconnaître la séquence après mutation. Donc ce processus-là, qu'on appelle NHJ en anglais, Non-Homologous Unpaired Joining, génère des insertions-délétions, et on l'a utilisé pour produire des insertions-délétions qui soient similaires à celles qui avaient été décrites chez les patients. Donc la première étape, c'est de retrouver dans la séquence ces motifs PAM, c'est-à-dire les séquences GG sur un brin ou CC dans l'autre. Donc il y a l'embarras du choix. En général, on en trouve beaucoup dans les gènes. Et on fait de cette façon-là le choix d'une séquence cible, qui est celle d'ici. On récupère, donc il y a le motif PAM qui est situé juste en aval de la séquence. Et on génère ainsi un ARN de synthèse dont la partie 5' est strictement identique à la séquence qu'on cible. À partir de là, ça devient très simple. On achète de la protéine recombinante, on achète cet ARN de synthèse, on prépare dans un tube à essai les complexes ribonucléoprotéiques entre la protéine Cas9 et l'ARN guide de synthèse. Et dans notre laboratoire, on a mis un protocole au point dans lequel on va intégrer ça dans une petite cellule d'électroporation, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas de la micro-injection des embryons de souris, et on place à la queue leu dans cette cellule des embryons de souris au stade une cellule. Et simplement, un choc électrique suffit à faire rentrer les complexes ribonucléoprotéiques dans les embryons qu'on va réimplanter dans des souris. Donc, en une seule expérience de ce type-là, on a généré, alors qu'il y avait eu des années et des années de travail pour générer ces 4 mutations chez la souris et à comparer avec les mutations humaines qui étaient connues à cette époque-là, on a généré 4 mutations décalage de trame chez la souris. Le décalage se passe éventuellement des endroits un peu différents, ça dépend comment le mécanisme NHJ génère des mutations. Mais il y a 2 types de décalage de trame. Si on se décale d'un seul nucléotide, on retrouve ce type de raccourcissement du récepteur qui est exactement identique à ce qui s'est passé chez l'homme. Ou alors, si on a un décalage de 2 nucléotides, on va se retrouver dans une autre trame de lecture, et cette fois, on va rallonger la protéine, on va se retrouver avec un récepteur dont le poids moléculaire est augmenté. Donc, on a étudié le phénotype de ces 4 nouveaux modèles de souris générés
par le mécanisme NHEJ. Je passe sur la question des mutations hors cible, qui est un problème connu dans la technologie CRISPR-Cas9. En fait, chez la souris, ce n'est pas réellement un problème parce qu'on utilise la ségrégation génétique pour se débarrasser d'éventuelles mutations hors cible. La ségrégation génétique, ça nous impose finalement de faire des backcross de ces mutations dans des souris pendant 2-3 générations pour garantir qu'on n'a pas d'effet confondant de possibles mutations hors cible. Le seul problème, c'est si éventuellement il y a une mutation hors cible proche sur le même chromosome. C'est très, très improbable. Donc voilà juste un exemple du phénotype des souris qu'on a produit. Ici, c'est l'ossification des vertèbres de la queue qu'on est en train de regarder. Chez les contrôles, vous voyez que la vertèbre commence à avoir de l'ossification secondaire et on a deux plaques ossifiées sur les côtés. Alors que les deux mutations qui raccourcissent le récepteur, on n'a pas cette ossification secondaire. On a donc des os qui sont beaucoup plus courts. Chez les mutations, donc chez les souris qui sont hétérozygotes pour la mutation qui rallonge le récepteur, on a un phénotype atténué avec un début d'ossification sur l'extrémité des vertèbres. Et en gros, cette diapo résume la conclusion générale. Les deux mutations qui raccourcissent le récepteur ont un effet assez fort, tandis que les deux mutations qui rallongent le récepteur ont un effet relativement modéré. L'autre conclusion, c'est que contrairement à ce qu'on avait eu avec la première mutation qu'on avait générée dans les cellules souches embryonnaires, qui était la mutation ponctuelle L400R, on n'a pas de létalité et les souris sont quand même un phénotype fortement atténué par rapport à celle-ci. Pour raccourcir l'enquête qu'on a faite pour comprendre les causes d'un phénotype variable, en fait, on a mis au point un test in vitro pour tester l'interaction entre le récepteur nucléaire de l'hormone thyroïdienne et un corépresseur de transcription. En absence d'hormone thyroïdienne, le récepteur TR-alpha est un répresseur de transcription. Et quand on rajoute de l'hormone thyroïdienne, les interactions avec ces corépresseurs sont déstabilisées et on recrute des coactivateurs de transcription. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une mesure de l'interaction d'un système double hybride. Vous voyez que le récepteur intact, dès qu'on rajoute de l'hormone thyroïdienne, son interaction avec le corépresseur NCOR baisse. Quand on regarde les mutations avec décalage de trame, les deux mutations qui raccourcissent le récepteur ont une très forte interaction avec le récepteur, avec le corépresseur NCOR. Et en fait, même si on rajoute de l'hormone thyroïdienne, on a même tendance à stabiliser cette interaction. Les deux mutations qui rallongent le récepteur ont également une interaction permanente avec les corépresseurs. Vous voyez que l'interaction est quand même beaucoup plus faible qu'avec l'autre type de mutation. Et je passe sur cette dernière mutation parce que je vous la présenterai sur une prochaine diapo. Donc, il y a une très bonne corrélation entre la capacité des récepteurs mutants d'interagir avec des corépresseurs et le phénotype des souris. Plus l'interaction est forte, plus le phénotype est prononcé. Alors, la question suivante était de comprendre pourquoi la première mutation historique, là, celle qu'on avait produite dans les cellules souches embryonnaires, était létale. Donc, vous voyez, c'est des courbes de survie. Et pourquoi les mutations qu'on a générées par décalage de trame ne sont pas du tout létales. On a des phénotypes beaucoup plus faibles quand on utilise la méthode CRISPR-Cas9. Alors, pour ça, on est revenu aux souris qu'on avait produites il y a longtemps et on a généré, avec la nucléase Cas9, un décalage de trame juste en amont de la mutation ponctuelle qu'on avait introduite dans l'ADN complémentaire. Donc, on va pouvoir comparer dans un contexte complètement identique cette mutation ponctuelle et une mutation de décalage de trame. Et on se peut poser à ce moment-là la question, est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir éliminé les introns, d'avoir éliminé l'épissage alternatif naturel qui est produit dans le gène THR au départ, qui a tendance à peut-être accroître l'expression du récepteur mutant et finalement à exagérer le phénotype. Donc, on peut comparer maintenant deux souris transgéniques, celles qui ont la mutation ponctuelle originale et ceux qui ont le même décalage de trame que celui que je viens de vous montrer, mais dans le même contexte, avec élimination des exons. Et à nouveau, là, vous voyez ici la mutation ponctuelle et le décalage de trame juste en amont fait que la traduction va s'arrêter ici. Et on confirme effectivement, quand on combine reverse transcription et séquençage de Sanger de l'ADN complémentaire, qu'on a effectivement une surexpression de la mutation quand on a éliminé les introns dans cette construction-là. Donc le résultat, eh bien, en fait, est ambigu. C'est-à-dire que effectivement, le fait d'avoir remplacé cette mutation ponctuelle par un décalage de trame
réduit la mortalité, mais on ne l'élimine pas tout à fait. Ce qui veut dire que la surexpression liée à l'élimination des introns certainement participe à l'apparition de cette létalité. Et je vous redis que cette létalité, en fait, elle est liée à l'apparition de crises d'épilepsie qui sont très fréquentes chez ces souris et qui ont une des conséquences létales chez la souris. En fait, les patients qui ont des mutations du gène THRA ont également des crises d'épilepsie, mais bon, on arrive à les traiter et c'est de l'épilepsie, comment dire, qu'on trouve chez les enfants qui a tendance à passer avec le temps. Alors, on a ensuite eu affaire à un cas qui a été décrit en France, une mutation qui était a priori pas forcément pathologique du récepteur TR-alpha. Si on regarde la structure tridimensionnelle du récepteur, la possibilité que ça soit une mutation pathologique n'était pas évidente. Par contre, c'était chez une patiente, un cas sporadique avec des malformations du squelette qui n'étaient pas du tout quelque chose qu'on pouvait attendre dans une hypothyroïdie classique. Donc la question était de savoir, est-ce que ces malformations du squelette étaient réellement dues à cette mutation du gène TR-alpha? Et pour ça, on a créé un avatar de cette patiente, c'est-à-dire une souris qui porte exactement la même mutation ponctuelle. Donc cette fois-là, on ne peut plus utiliser la technologie telle que je viens de la décrire, puisqu'elle génère essentiellement des décalages de trame et qu'on ne peut pas choisir une substitution particulière d'acide aminé. Donc on est obligé d'utiliser une autre version de l'édition génomique, où on introduit dans les cellules un ADN simple brin qui va servir de matrice. En fait, les cellules ont deux voies de réparation, la voie NHEJ, dont j'ai déjà parlé, mais éventuellement une voie par recombinaison homologue, où spontanément, quand un chromosome est cassé, la cellule peut utiliser l'autre chromosome, puisqu'elles sont diploïdes, pour faire un crossing over et récupérer par recombinaison homologue la séquence intacte sur l'autre chromosome. On peut tromper le système en rajoutant un ADN simple brin dans les cellules, un très long oligonucléotide qui va faire 150 nucléotides, et qui va de temps en temps servir de matrice pour réparer la coupure par recombinaison homologue. À partir de là, on peut imposer la séquence qu'on veut à cette matrice-là et créer des mutations ponctuelles dirigées exactement à côté du site de coupure. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle la méthode de réparation par homologie. Et on a fait ça pour générer une substitution de l'acide aminé en question qui était trouvé chez cette patiente. Alors, plus en détail, ce qu'on voit, c'est qu'on fait une mutation du codon en question, plus des mutations silencieuses qui vont éliminer le motif PAM ici, dont je vous ai dit qu'il était nécessaire pour que la protéine Cas9 vienne couper l'ADN. Donc, à partir du moment où la recombinaison homologue s'est produite, on a plusieurs substitutions qui font que la protéine Cas9 ne peut plus venir pour couper à nouveau et créer éventuellement des mutations secondaires supplémentaires par NHEJ. En plus, on crée un site de restriction qui permet de favoriser le génotypage des souris. Le résultat, c'est une souris dont je ne vais pas vous montrer le phénotype en entier, mais juste un scan de la morphologie de son crâne. En fait, il n'y a aucune malformation osseuse chez cette souris, ce qui permet, à mon avis, d'exclure complètement que la mutation du gène THRA chez cette patiente particulière, que cette mutation ait pu causer des malformations osseuses qui se sont produites au cours de son développement. Alors, je voudrais juste passer rapidement sur deux diapos sur une autre maladie génétique, qui est le syndrome d'Allan-Ehlers-Danlos, qui est lié à une mutation d'un gène dont le nouveau nom est SLC16A2, mais qui est plus connu sous le nom de MCT8. MCT8, c'est un transporteur de l'hormone thyroïdienne qui est indispensable pour que l'hormone thyroïdienne puisse passer la barrière hématoméningée. Et les patients humains qui ont ces mutations du gène MCT8 peuvent avoir des retards mentaux extrêmement graves, une incapacité à marcher, à parler, même à avaler. Ils sont souvent nourris avec une sonde gastrique. C'est vraiment quelque chose de très, très grave. Et ce que vous voyez ici, c'est la famille Sherman qui a effectivement 2 enfants atteints de cette maladie et qui a créé la fondation Sherman pour soutenir la recherche sur cette maladie-là. Dans cette famille, on trouve une mutation du récepteur MCT8 qui touche un des 7 domaines transmembranaires du récepteur et qui empêche finalement le transport de l'hormone thyroïdienne dans le cerveau et donc une hypothyroïdie cérébrale sélective, tandis qu'au niveau périphérique, il y a en fait une augmentation du niveau hormonal, mais qui n'a pas la capacité d'atteindre les neurones. Il existait des souris knockout pour le gène MCT8, mais de façon très surprenante, les souris knockout n'ont pas de phénotype neurologique et on s'aperçoit qu'il y a une compensation par un autre transporteur de l'hormone thyroïdienne qui est exprimé plus précocement dans le cerveau au cours du développement de la souris que chez l'homme.
Et donc, finalement, le knockout n'était pas un bon modèle pour la mutation MCT8 humaine. Donc, on a créé, en utilisant la même technologie que je viens de décrire, une souris avatar qui possède exactement la même mutation que chez la famille en question. Et on a obtenu finalement, en collaboration avec un laboratoire espagnol, un phénotype qui, pour le coup, montre des altérations importantes du neurodéveloppement, en particulier au niveau du cortex, une réduction de l'immunomarquage pour différentes populations de neurones GABAergiques qu'on n'observe pas chez les souris knockout, mais qu'on observe chez ces souris knock-in, pour une raison qui n'est pas extrêmement claire, mais il semble bien qu'il y ait un problème dans le knockout de compensation artefactuelle par les autres transporteurs. Donc, pour conclure, je voudrais juste revenir sur l'évolution technologique pour la production des modèles de souris. Ce qui se passait il y a, disons, 10 ans, c'est qu'il fallait utiliser des cellules souches embryonnaires et la recombinaison homologue spontanée, qui est un phénomène rare dans les cellules souches pour produire des modèles animaux. Et je prends juste un exemple, quelqu'un qui voulait faire une mutation ponctuelle dans un gène, qui avait cette idée-là le 2 janvier, parce que le 1er janvier est férié. Il fallait commencer par construire un très grand plasmide avec des bras de recombinaison homologue qui étaient extrêmement importants. C'était un travail qui était déjà assez important pour construire le vecteur de recombinaison homologue. Il fallait compter des mois de travail. Ensuite, il fallait passer au clonage cellulaire et au criblage de centaines de clones de cellules pour espérer avoir un événement de recombinaison homologue qui s'était produit. Et ensuite, procéder à la greffe des cellules ES en espérant qu'on avait à la fin la transmission germinale des mutations créées dans les cultures de cellules. Et ça, c'était un phénomène qui était aussi assez capricieux. Et au bout d'un an de travail acharné, en gros, on arrivait à avoir le modèle de souris qu'on voulait. Maintenant, le 2 janvier, avec la gueule de bois, on peut quand même arriver à commander des ARN guides, la protéine Cas9 recombinante, éventuellement une matrice d'ADN simple brun. Tout ça sont des éléments complètement synthétiques. Et donc, quand on reçoit les produits quelques jours plus tard, faire une électroporation de zygote de souris qui se fait exactement en une fraction de seconde, réimplanter ces embryons et on a la naissance de fondateurs qui sont en fait des souris mosaïques parce que les mutations ne se passent pas forcément au stade d'une cellule, mais à la première génération, on a une transmission germinale de la mutation et on a gagné non seulement des mois de travail, mais surtout beaucoup, beaucoup de temps de travail. Voilà, donc ça, c'est un travail qui est fait à l'Institut génomique fonctionnel de Lyon et qui repose beaucoup sur le plateau de biologie expérimentale de la souris, qui est l'animalerie, dans lequel il y a un service de transgénèse et d'édition génomique qu'on a beaucoup utilisé ces dernières années. Et en collaboration, je vous ai montré le travail fait à Madrid par l'équipe d'Anna Guatano Ferraz. Merci.